Salut à tous, c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue ma journée 6 avec Patricia Scott. Comme je vous l'ai dit sur la précédente vidéo, cette journée d'hypnose médicale était vraiment cool avec beaucoup d'informations. C'est pour ça que je voulais couper en deux. On a vu sur la précédente vidéo ce que Eric nous partageait sur les traumas. Je vous donne encore quelques éléments. Euh, je pense vraiment, quoi, moi c'est vraiment un thème que j'aime beaucoup, les traumas, et que il y a beaucoup de choses à faire parce que on sait qu'il y a beaucoup de types de traumas. D'ailleurs, un moment, Eric faisait référence à des éléments où on a toujours l'impression que le trauma, il faut qu'on ait nous-mêmes vécu cet élément traumatique, et il y a des cas où en l'occurrence on ne le vit pas directement, et on a quand même du traumatisme. C'est assez intéressant. Au départ, je ne comprenais pas trop le principe. Il dit, bah, si regarde les medics, les personnes qui s'occupent, qui soignent les gens peuvent avoir des traumas. On l'a eu beaucoup là pendant confinement, Covid et tout ça, où outre la fatigue, hein, parce que comme je vous ai dit, c'est un ensemble d'éléments multifactoriels qui créent des traumas. Bah, il n'était pas malade, mais de voir des gens mourir, des gens sous aspi, etc., a créé du trauma. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est vrai que souvent on peut être un petit peu dur, moi je suis dur tout le temps avec tout le monde, mais de façon générale à se dire comment ça se fait que tu es traumatisé parce que tu n'as pas vécu directement ça. Mais recadrer comme ça, je trouve que ça a du sens et ça peut vous aider comme info. Euh, alors ouais, on a parlé de PTSD également. Il disait qu'il faut faire attention parce que les PTSD, il y a vraiment des critères bien spécifiques. Et là, je reprends ce que Patricia redonnait sur un autre moment dans le cours. Elle dit nous, notre job, c'est pas du tout de faire des diags, donc on reste sur notre boulot à nous, hein. Et quand quelqu'un commence à vous dire j'ai un PTSD, vous prenez l'info, mais n'hésitez pas à lui demander qui est-ce qui t'a diagnostiqué. Et ça, de façon générale, elle le fait aussi également sur tout ce qui est addiction. Quand quelqu'un dit je suis addict à, j'ai l'addiction de ceci, cela, elle dit moi par habitude, je lui demande qui est-ce qui t'a diagnostiqué que tu étais addict. Est-ce que c'est un autodiagnostic ou pas? Ce qui peut avoir de l'importance. Nous, en tant que tel, on prend l'info, hein. Mais il y a des moments où il faut recadrer et parfois rediriger les personnes à dire va quand même vérifier, même si on sait que c'est très compliqué euh, pour certains d'obtenir un titre, entre guillemets, un label, de dire oui, bon, il a tel type de pathologie à un moment donné. Parfois on le donne trop facilement et parfois on ne le donne pas du tout parce que c'est pas clair pour les professionnels. Ok, ouais, donc il y avait le direct indirect. Oui, j'ai bien aimé aussi cette notion sur laquelle ils sont revenus. Ils disent attention, dans la psychopathologie, on le sait, hein, le problème dissociatif, la dissociation peut être un problème. Or, dans l'hypnose, la dissociation peut être quelque chose de complètement super positif. Et pourtant, on va utiliser de l'hypnose avec des personnes qui peuvent être traumatisées, qui ont l'habitude d'aller en dissociation. Mais là encore, le cadre va jouer énormément parce qu'on sait qu'à ce moment-là, le type de dissociation peut être orienté, drivé, dirigé d'une certaine façon par nos sessions. Et il est important quand même de toujours se rendre compte que oui, une dissociation, quelqu'un qui dit je suis souvent dissocié ou autre, ne veut pas forcément dire que ah super, t'es en auto-hypnose dans un truc super. Non, ça peut être une dépersonnalisation qui peut être assez embêtant et l'étape de-dessus, une déréalisation, donc on n'arrive plus à se rendre compte du réel et du non réel. D'ailleurs, ça arrive parfois sur des bouffées délirante aiguës, des déréalisations. Donc tout le monde peut en avoir, hein, pour plein de facteurs, le cerveau, au moment, il décompense d'une certaine manière. Alors, à un moment, il y avait un truc triphasique qui nous a proposé, qui était une façon de faire dans les années 80, mais il a passé très vite dessus. Un des points que j'ai trouvé cool, et apparemment, ils reviennent beaucoup dessus, ils disent il faut renforcer le pouvoir du partenaire. Donc, nous, en hypnose, vraiment, ton contrôle, ta capacité, ton pouvoir actuel, etc. etc. Faire une éducation, ils reviennent beaucoup dessus aussi, de la psychoéducation sur le trauma, sur les fonctionnements du cerveau, sur le fonctionnement des trans pour nous
qui sommes plutôt des hypnotistes. Et après, développement de compétences et de qualité, ce qu'on appelle les skill buildings, où là, on va leur donner des outils, l'auto-hypnose, du tapping, de l'EMDR, des petites choses qu'ils peuvent faire tout seuls pour se sentir mieux. Ah oui, un point sympa dans le recadrage, la différence entre les dommages et les blessures. On parlait de ça et j'ai trouvé que c'était sympa de différencier dommages et blessures. Le dommage, on peut plutôt le prendre comme quelque chose de cassé, et la blessure, c'est quelque chose qui peut être soigné et qui, naturellement, par le corps, peut se soigner, peut rentrer dans une dynamique qui va aller vers du mieux. Donc rien que ce recadrage peut être sympa. Après, bien sûr, on a toujours des contre-arguments, etc. Mais c'est un recadrage qui peut être super sympa. Ouais, alors, là il avait partagé des éléments, et je crois que c'est Gentry, ça, qu'il avait posé. Un des points clés, donc le premier point clé, c'est la relation qu'on va avoir avec le partenaire. Prenez un moment vraiment pour créer un état qui va être OK avec le partenaire, un rapport qui va être bien, qui lui permettra d'être dans ce cadre, qui leur permet de se lâcher, d'être en sécurité. Faire une psychoéducation et du skill building, donc vraiment, deuxième étape, réorienter et puis expliquer ce qui se passe et pourquoi c'est aussi normal d'avoir le droit d'être traumatisé ou d'avoir le droit d'avoir peur maintenant ou de ne pas être bien, etc. Et pas dire oui, tout va disparaître, mais que ça va s'intégrer, que petit à petit on pourra vivre avec, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus la moindre sensation, mais vraiment éduquer notre partenaire au mieux. Désensibilisation, intégration, c'est la troisième phase. Et après, ce qu'il appelle post-trauma grosse résilience, c'est travailler sur ce qui va être construit, créé, et cet aspect justement d'intégration, de résilience, de transformation de la perception. Bien sûr, les choses se sont passées, on ne peut pas nier, et on va bosser là-dessus. D'ailleurs, la résilience, il n'y a pas longtemps, je me posais la question, qu'est-ce qu'il avait inventé. C'était Freud, Freud fille, qui l'a créé, je crois, ou Mélanie Klein, quoi. C'était cette période-là. Je m'étais dit, ah d'accord, c'était vraiment la période des années 40, 40-50. Donc bon, le point important, la relation thérapeutique, la relaxation et un travail narratif pour que la personne, ça c'est assez connu en traumato et c'est plutôt intéressant, c'est le partenaire en transe, on va lui faire revenir entre guillemets les événements, mais par petites phases et en mode chronologique, pour que la personne puisse au fur et à mesure, sur des micro-événements qui peuvent composer le macro-événement, le trauma, le faire travailler par séquence. Et dans un travail narratif où la personne peut être dans l'expression et nous, petit à petit, dans le recadrage au travers de la suggestion et des traumas. Donc, comme je vous disais, c'était quelque chose qui était vraiment, vraiment chouette. Après, on est passé, je vais aller très vite dessus, mais sur la part thérapie. Bon, très classique, la thérapie des parties. J'ai bien aimé, elle a fait un slide. Alors, si elle nous l'envoie, je vous ferai une vidéo dessus où elle commence avec Tebets, parce qu'elle a été instructrice de la Tebets Foundation et comment ça a pu évoluer. Et tous les différents types de thérapie des parties qu'on retrouve actuellement. Donc c'est très sympa. Vraiment, si elle donne le slide, je vous ferai un partage. Je pense que ça vous intéressera. Et après, on a parlé des addictions. Un des points que j'ai trouvé intéressant, elle dit, la plupart du temps, elle travaille sur 12 sessions, donc sur 12 semaines. Pour l'alcool, elle commence par 6 semaines. Non-stop, à la suite, pardon. Il y a tout un travail systémique à prendre en compte, la santé, la maison, l'environnement, les activités que la personne fait, la communauté, etc. Et puis des points clés à taffer en hypnose, l'anxiété, la dépression, qui sont assez fréquents. Bon, après, il y avait des stats qui étaient sympas, mais une étude de 1984 qui disait 84% des personnes qui prenaient la méthadone et qui ont fait de l'hypnose pour arrêter ont été narco-free, donc on n'a plus jamais repris de drogue du tout
Alors le jamais étant relatif, sachant que c'était le temps de l'étude et je pense quelques années après. Ouais, après, bon, il y a pas mal de choses. Un des points qui revient beaucoup, et c'est vrai que je me souviens que j'avais été marqué par ça il y a quelques années. Ils sont beaucoup dans ce qu'ils appellent ego strengthening. En gros, c'est cette augmentation de l'ego, mais dans l'ego positif. Tu es capable de, à la place de toujours t'auto-flageller, etc. Cette notion de renforcement du moi dans la notion positive, constructive de soi, qui est assez fréquent. Donc on a parlé de plein de choses, je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai déjà fini la vidéo là. Euh, je pense que j'aurai pas mal de slides et je vais vous faire des trucs séparés avec des éléments qu'elle va nous envoyer. Si vous avez des questions ou des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Ciao.